Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cet atelier découverte sur le thème du burn-out et comment la kinésiologie peut aider les personnes qui en souffrent à surmonter cette épreuve. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Hugues de Paoli, je suis kinésiologue depuis 2022. Je travaille sur l'humain, mais également l'animal. Auparavant, j'étais manager en multinationale et j'ai vécu moi-même un burn-out. Donc, je connais le sujet par l'intérieur, si j'ose dire. Mes spécialités, ce que je préfère, c'est de travailler sur les problématiques d'anxiété et de burn-out, bien évidemment, chez l'humain. Et puis, concernant l'animal et l'humain qui s'occupe de l'animal, eh bien, je travaille en fait sur le couple de manière à les aider à surmonter leurs difficultés, le stress, leurs problèmes de comportement, individuellement, et aussi dans le but d'améliorer la relation entre deux. Alors, au menu du jour, nous allons voir quelques définitions, quelques explications sur la kinésiologie si vous ne savez pas encore ce que c'est. Également, quelques éléments d'information sur le burn-out, des définitions, les facteurs de risque, le processus d'évolution. Ensuite, nous allons entrer un peu plus dans le vif du sujet en regardant quel est le processus de séance classique en kinésiologie et quelles sont les personnalités qui sont plus à risque au burn-out. Et nous verrons ensuite deux cas pratiques. Et enfin, nous terminerons par vos questions. Sachez que concernant les questions, je n'ai pas de stand sur le salon. Donc si jamais vous n'avez pas le temps de poser vos questions, je resterai à la sortie du salon pour que vous puissiez me demander ce que vous voulez. Et également, vous pourrez m'appeler, hein, vous avez mes coordonnées sur les flyers, vous pouvez me téléphoner éventuellement par la suite si vous avez des questions qui vous viennent. Alors, la kinésiologie, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique psychocorporelle. Elle vient des États-Unis dans les années 60 par un chiropracteur qui s'appelait George Goodhart et qui a fait le lien avec les enseignements de la médecine traditionnelle, notamment la circulation de l'énergie dans le corps au travers des méridiens en médecine chinoise. Alors la particularité de cette pratique, alors pourquoi psychocorporelle, parce qu'en fait on passe par le corps pour adresser des problématiques d'ordre psychologique et émotionnel, psycho-émotionnel. On passe par le corps notamment en utilisant le test musculaire. Donc par exemple, une personne qui vient me voir dans la station debout pour tester, pour réaliser un test musculaire, si je teste le deltoïde antérieur situé ici, mais je vais lui demander de garder cette position et moi je vais effectuer des petites pressions. Et ces pressions, je vais les appliquer tout en posant des questions fermées. Donc fermées, c'est-à-dire on attend une réponse oui ou non. Bon, par exemple, une personne qui aurait un problème de confiance en elle, c'est un cas un peu bateau, si elle me dit j'ai confiance en moi et que le test est fort, c'est-à-dire que le bras ne bouge pas en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress derrière ça. Donc la personne en fait n'est pas concernée par cette problématique-là. Si par contre le bras baisse un peu en disant cette phrase, pendant que je teste, ça veut dire qu'il y a un stress pour la personne en disant cela. Donc elle est concernée par la problématique. Voilà comment on interroge le corps. Et on peut interroger tout un tas de muscles. Il y a des muscles spécialisés pour tel ou tel méridien. Enfin, il y en a une quantité très importante. Donc oui, juste une petite remarque. Je pense que c'est clair pour tout le monde, mais la kinésiologie, c'est une discipline de bien-être. Donc ça ne se substitue en aucun cas à la visite, à un traitement, un suivi médical ou vétérinaire. Alors, quel est le but de la kinésiologie? Eh bien, on adresse des problèmes psycho-émotionnels, comme je vous l'ai dit, également des facteurs psychosomatiques, également le soulagement de la douleur. Donc, le but global, c'est de gérer les stress, aider les personnes à gérer leur stress. Donc,
Par exemple, on va avoir les problèmes de douleur, de fatigue, de troubles du sommeil, il y en a beaucoup, évidemment de burn-out, la gestion des émotions qui sont désagréables pour la personne, les problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, les relations interpersonnelles, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, la colère, l'anxiété, les états dépressifs. Également, on adresse spécifiquement le processus de deuil. Alors, sachant que le processus de deuil, ce n'est pas forcément uniquement lié à la mort de quelqu'un que l'on connaît, hein, humain ou animal. On peut adresser par ce biais également des grands changements de la vie, des séparations, des divorces, des changements de lieu de vie. Voilà. Donc, c'est à comprendre, c'est faire le deuil d'une situation. Également, c'est une discipline intéressante pour aider à améliorer les performances au niveau professionnel, au niveau des apprentissages, également dans le domaine sportif. Alors, pour aborder un peu plus spécifiquement le burn-out maintenant, une définition. Alors déjà, on parle évidemment, on pense tout de suite à un effondrement à la fois physique et psychologique. La définition de l'Organisation mondiale de la santé, donc là, que j'ai traduite, le burn-out est décrit comme un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès et qui se caractérise par 3 éléments: un sentiment d'épuisement, du cynisme ou des sentiments négatifs liés à son travail et une efficacité professionnelle réduite. Donc là, la définition de l'OMS est clairement focalisée sur le monde professionnel. Toutefois, on peut avoir un burn-out à titre personnel. Et il y a notamment des écrits, je pense à un livre écrit par une amie sophrologue sur le burn-out parental. Donc le burn-out existe aussi dans la sphère privée. Mais il est vrai qu'on a tendance à penser que c'est uniquement dans la sphère professionnelle. Alors, quel est le cercle vicieux du burn-out? Il y a sa part de conditions de travail qui peuvent être frustrantes. On ne peut pas faire ce que l'on veut ou on ne peut pas le faire de la manière que l'on veut. Démotivantes, voilà, un travail qui n'est pas intéressant pour la personne. Ça peut être une surcharge de travail, notamment si il y a du sous-effectif, une pression temporelle avec des changements constants. Tiens, finalement, il ne faut plus faire ça, il faut faire quelque chose de différent, mais j'en ai besoin dans 2 heures. Un faible contrôle, c'est-à-dire l'incapacité de maîtriser ce qui se passe et de maîtriser un petit peu son travail, d'en être maître quelque part, d'avoir un petit peu d'autonomie. Vous pouvez entrer, je vous en prie. Le manque de soutien social, donc l'isolement en fait, le manque d'équité, si tout le monde n'est pas traité de la même manière, en tout cas si c'est la perception de la personne, et puis l'insécurité de l'emploi évidemment. Donc qu'est-ce que ça génère, ces conditions de travail? Ça génère de la dévalorisation, parce qu'on me demande de plus en plus de choses, je ne suis pas heureux, je suis frustré, ou je n'arrive pas à faire les choses dans les temps. Un sentiment d'échec, de la fatigue, parce que je m'épuise à essayer toujours de rendre ce qu'on attend de moi. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Et j'ai beau m'épuiser à le faire, ben, voilà, j'ai pas plus de résultats. Et finalement, les gens en face sont jamais contents. Et une difficulté de concentration liée à la fatigue et à la démotivation. Et puis tout ça, ça génère en fait le besoin de travailler toujours plus. Parce que moins on y arrive, plus on travaille. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à retrouver une certaine satisfaction au travail. C'est-à-dire, enfin, ça, je l'ai bien fait, ça a été apprécié. Une certaine confiance en soi. Et une estime de soi. J'ai de la valeur. Et en fait, comme on n'y arrive pas, on travaille de plus en plus
Et on est de plus en plus frustré, démotivé, et on va de plus en plus mal, et voilà, c'est le cercle vicieux. Quels sont les signes et le processus d'évolution du burn-out? On distingue 3 grandes phases. On rencontre des stress au travail de plus en plus fréquents. Et puis ça va petit à petit, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. Et puis ça finit par être toute la journée. Et ça finit par poser des problèmes de sommeil. On dort de moins en moins bien, on finit par ne plus dormir. Ça se finit en stress chronique. Donc là, le mal-être est très installé déjà à ce niveau-là. Et l'étape, je dirais, ultime, peut être à la fois psychologique et physique. Souvent, il y a les deux. Il y a à la fois un effondrement psychique de type dépression et souvent des problèmes physiques. Alors, ça peut être des problèmes circulatoires, des problèmes d'hypertension, c'est très courant. Ça peut être du diabète, éventuellement des maladies neurodégénératives, mais c'est plus rare. Et en tout cas, un état dépressif avéré. Voilà, donc là, on voit qu'il y a une intrication entre le corps et l'esprit. Et alors, dans les signes, donc, voilà, au fur et à mesure de l'évolution, on a à la fois des signes physiques et des signes psychiques. Donc, sur un état de fatigue, donc l'insomnie, je le disais, ça peut être des migraines, ça peut être des maux de ventre, ça peut être très varié. Par exemple, je connais quelqu'un qui a fait 3 phlébites en 2 ans. Ça, on est dans les maladies cardiovasculaires. Alors, psychiquement, il tenait à peu près le choc, mais alors physiquement, il s'est complètement effondré. Et c'était lié au stress au travail, clairement. Donc voilà, il y a une perte de sens là. Il y a un élément qui est très important dans les caractéristiques du burn-out, c'est la perte de sens. Les gens disent, au minimum, ils disent « je ne trouve plus de sens dans mon travail », et bien souvent, ils disent même « je ne trouve plus de sens à ma vie ». Et là, c'est grave quand même. Alors, quel est le processus d'une séance en kinésiologie? On parle d'un contexte, d'événements. Donc, en l'occurrence, ici, c'est le burn-out. Alors, ça peut être une personne en pré-burn-out. Elle n'en est pas forcément au stade ultime. C'est mieux que ce soit pris le plus tôt possible, évidemment. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche en kinésiologie à trouver les causes sous-jacentes de la problématique. Pourquoi elle se retrouve dans cet état? Pourquoi elle a du mal à gérer cette pression et ce stress? Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est à décoder un schéma psychologique. Donc, vous voyez en bas du slide, là, le schéma qu'on cherche à décrypter, c'est le suivant. À un moment donné, dans sa vie, la personne, souvent, ça remonte très très loin dans son histoire, dans l'enfance, il y a eu un événement stressant qui a provoqué une émotion. En réponse à cette émotion désagréable, eh bien, elle a trouvé un comportement pour survivre, pour outrepasser cette problématique. Et finalement, à l'insu de son plein gré, le triptyque situation stressante, émotion et comportement en réponse va se mémoriser dans son cerveau à l'insu de son plein gré, de manière inconsciente. Et finalement, à chaque fois qu'elle va rencontrer une situation qui ressemble même pas tant que ça à l'événement initial, eh bien le processus va se réenclencher automatiquement. Et donc elle va rentrer à nouveau dans la souffrance, dans le mal-être. Donc c'est ça qu'on cherche à comprendre pour pouvoir le reprogrammer en quelque sorte. Et donc souvent, on va chercher des éléments dans la vie de la personne, dans son passé, souvent dans la petite enfance. Ça peut aussi venir, ça peut être aussi des comportements hérités de générations précédentes, au niveau des parents ou des grands-parents. Voilà, on cherche où ça s'est produit et on applique donc l'équilibration. L'équilibration en kinésiologie, ça correspond au mot soin, si vous voulez, c'est la même idée. Sauf que le mot soin est réservé aux médecins.
Donc on a plus de 300 protocoles pour l'humain. Donc on a une large base de données pour aider la personne. Alors il y a plusieurs types d'équilibration. Il y a des pratiques qui sont basées sur le MDR, donc basées sur des mouvements oculaires pour diffuser les stress. Il y a des points, bien sûr, en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, pour renforcer des méridiens en manque d'énergie, de manière à ce que l'ensemble des méridiens soient équilibrés. On a aussi des visualisations. Donc ça, c'est une technique qui ressemble à ce que l'on fait en hypnose, hein, en état de conscience modifié. On utilise aussi le travail sur les chakras et l'aura, donc ça vient de la médecine traditionnelle indienne. Également l'intégration des réflexes archaïques, donc les réflexes que l'on a déjà in utero et puis après la naissance, pendant les premières années. Le bébé naît avec des réflexes qu'il va utiliser à tel ou tel moment, et donc ils vont être plus ou moins bien intégrés. Et un réflexe mal intégré peut poser des problèmes par la suite. Donc voilà, on a tout un tas d'outils, ce serait trop long de tout passer en revue, mais voilà ce que l'on fait. Et le but, c'est de reprogrammer un petit peu ce schéma négatif pour apporter des ressources positives à la personne pour qu'elle puisse prendre du recul et mieux voir venir en fait son stress et être plus autonome dans la gestion de ce stress. Alors, les personnalités à risque. Bon, il est clair que par rapport au stress, nous ne sommes pas tous égaux. On pense notamment aux gens qui sont hypersensibles, les gens qui déjà au départ ont un manque de confiance en soi ou un manque d'estime de soi, les gens qui ont un naturel anxieux, ceux qui ont besoin de contrôler, qui sont un petit peu dans la peur de ce qui pourrait arriver, donc ils recherchent la sécurité, ils sont dans l'anticipation, hein, ils cherchent à trouver des méthodes pour éviter d'être dans la difficulté, dans la souffrance. Et puis, les personnes qui sont très à risque sont celles qui sont plutôt dans un état d'esprit, dans une manière de fonctionner où elles sont dans un engagement sans limite et avec des difficultés de priorisation. Donc finalement, elles se mettent très facilement la pression. Nous allons voir un peu plus précisément de quoi on parle. Là, je vais vous présenter deux exemples de types de personnalités issus d'un modèle que l'on appelle l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un modèle millénaire, mais qui a été formalisé, si je me souviens bien, dans les années 60. Et c'est un modèle de 9 personnalités réparties en 3 centres. Le centre instinctif, donc les gens qui ont une personnalité dominante instinctive, le centre émotionnel, le centre mental. Donc il y a 9 personnalités en tout, donc 3 personnalités dans chaque centre. Alors pourquoi on utilise ce genre d'outil? Alors, d'aucuns pourraient croire que c'est pour mettre une étiquette sur quelqu'un. Ce n'est pas du tout le sujet. On utilise ce genre d'outil parce que ça nous permet de gagner du temps pour identifier un peu le mode de fonctionnement de la personne. Alors, il n'y a pas que ce modèle de comportement, il n'y a pas que l'énéagramme, hein. Il y a également des profils en médecine traditionnelle chinoise. Et également, on trouve des traits de personnalité en morphokinésiologie. Donc, il y a plusieurs modèles possibles. Il y a aussi la particularité, donc on utilise ça en fait pour déterminer quel est le mode de fonctionnement de la personne et du coup, quelles sont ses faiblesses, où est-ce qu'il va falloir l'aider et comment on peut l'aider. Donc là, ça apporte des informations intéressantes. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est un modèle évolutif. C'est-à-dire la personne peut avoir un profil de base, voilà, bon, par exemple perfectionniste, puisqu'on l'a à l'écran, mais elle peut aussi aller piocher des compétences tout au long de sa vie dans d'autres profils. Et typiquement, dans le modèle, le perfectionniste est proche, il y a un lien avec celui qu'on appelle le médiateur, qui n'aime pas le conflit, donc qui aime bien l'harmonie, etc. Donc, par exemple, il pourrait
piocher des compétences dans ce profil-là, et pourrait aussi piocher des compétences dans un autre profil qu'on appelle l'aidant, voilà, qui est quelqu'un qui vraiment, ou l'altruiste, qui vraiment dépense de l'énergie pour essayer de répondre aux besoins des autres, d'aider les autres. Voilà. Donc ce n'est pas figé, ça bouge dans le temps. Cela dit, il reste une personnalité, on va dire, de base qui se réveille sous stress, préférentiellement. Et alors, pourquoi je vous présente ces deux profils-là? Parce qu'ils sont plus à risque. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de commun pour être plus à risque? C'est que ce sont typiquement des profils qui ont beaucoup de mal à gérer leurs limites. Même quand on leur parle de limites, à la limite, ils ne voient même pas bien de quoi il s'agit. Et ils ont du mal à prioriser et à écouter leurs besoins. Typiquement, ce sont les deux profils dans l'énéagramme qui oublient le plus de s'occuper de leurs propres besoins. C'est pour ça qu'ils sont à risque. Alors, un peu plus dans le détail, pour le perfectionniste, donc il est dans le centre instinctif, le perfectionniste. Sa croyance, c'est « je dois être parfait pour être aimé ou pour être reconnu ». Le monde est injuste et il souffre de la blessure d'injustice. Là, on fait référence au modèle des blessures de l'âme de Lise Bourbeau, donc qui identifie 5 blessures: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et il y a certains liens, ce n'est pas systématique, mais on peut faire certains liens entre ces blessures psycho-émotionnelles et les profils dans l'énéagramme. Donc, effectivement, souvent, le perfectionniste, il est dans la blessure d'injustice. Donc, sous stress, comment il réagit? Il est jaloux. Alors, pourquoi il est jaloux? Parce que, pour lui, ce qui est important, c'est d'être le meilleur. Parce que ce qu'il a appris inconsciemment dans sa vie, c'est que pour avoir de l'amour, pour être reconnu, il faut être absolument parfait. Mais parfait également dans la manière de faire les choses. C'est-à-dire que son réel objectif n'est pas nécessairement d'avoir le meilleur résultat, mais ce qu'il fait doit être fait de manière absolument parfaite par rapport à des règles, et de préférence ses règles à lui. Donc c'est quelqu'un qui se met beaucoup la pression. Et il a du mal à prioriser. Du coup, même les priorités 3 sont aussi urgentes que les 1, donc il dépense beaucoup d'énergie. Il peut se montrer aussi rigide quand il se sent agressé, quand on veut lui imposer quelque chose qui ne lui correspond pas, eh bien il va se rigidifier. Il va... en fait, c'est un mur, quoi. Il fait le mur. On ne peut plus rien tirer de lui. Il est aussi dans la colère, mais dans la colère intérieure. Pourquoi? Parce que c'est un profil qui considère que la colère, c'est mal. On n'a pas le droit de se mettre en colère. Mais donc, du coup, il accumule à l'intérieur. Et alors, le jour où ça explose, ça explose. Donc, il est dans le jugement facilement, par rapport aux autres, mais aussi par rapport à lui-même. Donc, il a un haut niveau d'exigence, pour lui-même d'abord, mais aussi pour les autres. Et donc, si quelqu'un ne fait pas les choses de la manière dont il estime qu'il devrait le faire, eh bien, il va être très critique vis-à-vis de ça, mais il va exprimer ça par des remarques acerbes. On a parlé de ce critère-là tout à l'heure, hein, dans les signes de burn-out. Vraiment des remarques un peu blessantes, un peu acerbes comme ça, et pas de la colère vraiment ouverte, c'est un peu différent. Et il se met la pression et met la pression à autrui. Mais il se met surtout beaucoup plus la pression à lui-même qu'à autrui, en vérité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? De quoi il a besoin? Il faut essayer de l'amener à comprendre qu'il est important de prendre du recul et que finalement, il peut recevoir de la reconnaissance et de l'amour simplement en étant lui-même, sans avoir besoin finalement de faire des choses si extraordinaires que cela.
Aussi, il l'amenait à exprimer ses émotions, parce qu'il a tendance à se couper de ses émotions. Il a beau ne pas être dans le centre mental, il a tendance quand même à intellectualiser pas mal. Aussi à prendre le temps de faire les choses, ne pas se précipiter. Et aussi, mieux gérer les priorités, se focaliser sur ce qui est réellement urgent, uniquement les priorités. Et globalement, voilà, lâcher prise sur cette affaire de la perfection qui est finalement une idée complètement irréaliste et qui n'a pas d'existence réelle en définitive, c'est très relatif. En gros, le message, c'est l'imperfection est parfaite pour lui. C'est le message qu'il faut lui faire passer. Le profil loyaliste, il est dans le centre mental. Donc c'est quelqu'un dont l'intellect fonctionne généralement très très bien. Alors sa blessure, c'est « un jour, on a trahi ma confiance. Le monde est dangereux et il a un besoin de justice. » Il ressent une trahison. Dans les blessures de Lise Bourbeau dont je parlais tout à l'heure, voilà, il est typiquement souvent dans la blessure de trahison. Donc son gros problème à lui, c'est la confiance. Confiance en lui-même, confiance en l'autre. Sous stress, comment il fonctionne? Eh bien, il est dans le doute, puisqu'il a un problème avec la confiance, dans le doute de lui-même et de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la trahison. Et comme aussi le mot-clé chez lui, en dehors de la confiance, c'est la peur, il est vraiment guidé par les peurs, eh bien, il va se mettre à élaborer tout un tas de stratégies avec tout ce qui pourrait arriver, les cas A, B, C, W, X, Y, tout ce que vous voulez. Donc il essaye de mettre du contrôle pour se protéger un maximum, pour tout anticiper, au cas où il arriverait ceci ou cela. Donc il dépense beaucoup d'énergie à faire ça. C'est aussi, on l'appelle le loyaliste, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la loyauté. Une fois qu'il a donné sa confiance, c'est extrêmement fort, et le contrat moral, ça veut dire quelque chose pour lui. Donc même s'il ne remplit pas ses engagements dans le cadre d'un contrat moral, eh ben, il prendra ses responsabilités, et ce sera, tant pis pour lui, mais il l'accepte tout à fait. Donc il y a une certaine beauté là-dedans, mais après il a tendance à se focaliser et à être quand même assez agressif s'il sent que les autres ne suivent pas ses plans. Pourquoi? Parce qu'il va avoir peur. Parce que j'ai mis en œuvre des plans pour me protéger contre toutes les peurs possibles, tout ce qui peut arriver, mais si lui, là, il ne suit pas mes préconisations, oh là là, il y a du danger. Il y a du danger pour lui, peut-être du coup, s'il se met en danger, ça peut me mettre en danger aussi. Donc là, c'est panique à bord pour le loyaliste. Outre le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il a aussi une grande tendance à ne pas bien gérer ses limites et à oublier ses propres besoins au profit des autres, donc ce qui le rend un bon candidat pour le burn-out, eh bien, il a besoin aussi de se calmer un petit peu sur son attachement à la justice, la notion de justice qu'il a. Et plutôt essayer de lui faire comprendre, de l'amener plutôt à se dire, ok, tu peux rechercher une certaine justesse, quelque chose d'un peu adapté, d'un peu souple, mais la justice absolue n'existe pas réellement. C'est une notion un peu trop forte, quoi, en fait, et qui lui met la pression. Donc, comme il est très méfiant, aussi on peut essayer de calmer ses peurs, en lui disant que le pire n'est jamais sûr, et donc remplacer cette méfiance par simplement une vigilance un peu plus mesurée. Donc objectiver les peurs, par rapport à la confiance, eh bien, amener du courage. Voilà. Un homme de 47 ans. Pardon. Alors, ce sont deux traits de personnalité, mais je vais répondre aux questions à la fin de l'exposé. Ce sera plus simple, je pense. Donc, gardez bien votre question. Donc, voilà un cas pratique d'un homme de 47 ans. Donc, il a un poste à responsabilité en restauration, mais quand même dans un service public. Donc il vient avec, en exprimant des maux de tête, il fait des abcès hépatiques, il a de l'angoisse, des malaises,
des troubles du sommeil. Il a peur de la mort. Il est vraiment dans les peurs. Il a peur de la mort et il a de l'épuisement, il est épuisé. Et il ressent le besoin de tout contrôler, hein, et c'est aggravé par le fait qu'il a un poste à responsabilité. Il a besoin de tout contrôler pour protéger les autres, son équipe et lui-même. En termes de contexte, où est-ce qu'il navigue? Eh bien, il est en sous-effectif, hein, son équipe est en sous-effectif. Donc, il y a une grosse pression sur la charge et le timing. Il a une hiérarchie qui est déconnectée des contraintes réelles. Et donc ça génère chez lui beaucoup de frustration, de l'anxiété et de la peur. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en séance? On trouve dans la petite enfance un sentiment de trahison et d'abandon également du père. Alors, d'une part, en lien avec un manque affectif, et par la suite, alors vous allez me dire, c'est pas de sa faute, mais voilà, le père qui est quand même gravement malade, donc du coup, qui se retrouve absent. Donc, néanmoins, c'est vécu par la personne comme un manque affectif et un abandon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une personne qui a pris un petit peu le rôle du père, puisqu'il s'est occupé de sa sœur et de sa mère. Voilà, alors que bon, c'était pas normalement son rôle. Donc, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve qu'il est dans une personnalité donc, de type loyaliste, comme on l'a vu auparavant, et il dépense beaucoup d'énergie dans les scénarios d'évitement de tout ce qui pourrait arriver, pour lui et pour les autres. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire quand je vous ai parlé des profils de l'énéagramme, c'est que les profils ne se testent pas. Déontologiquement, ce n'est pas acceptable. Ce que l'on va tester, on va tester des phrases qui correspondent éventuellement à tel ou tel profil. Et on va comme ça vérifier si la personne est concernée par la problématique de ce profil-là à ce moment-là où on fait la séance. Ce qui ne veut rien dire, finalement, c'est pas pour autant qu'on est sûr que c'est sa personnalité de base ou quoi que ce soit. Le seul intérêt, c'est d'identifier le profil qui va nous apporter des informations utiles pour la personne dans le cadre de son burn-out au moment de la séance. Voilà. Bon, en général, quand on arrive quand même par des questions un peu en entonnoir, focalisées sur un profil, on arrive à déterminer s'il est à peu près là-dedans ou si en fait on fait fausse route. Et souvent, passer par les blessures de Lise Bourbeau amène une piste. Alors une piste qui n'est pas, ce n'est pas un lien bijectif, hein, c'est pas unique. C'est pas, par exemple, c'est pas parce que quelqu'un est dans la blessure d'injustice qu'il va forcément être perfectionniste, mais disons que voilà, ça peut on peut commencer à se poser la question quand même. Voilà, ça donne un indice, on va dire. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc voilà, on détermine de cette manière-là, finalement, en posant des questions, qu'il est plutôt dans ce type de personnalité. Et effectivement, il est dans les peurs. Et il l'a bien dit, puisqu'il a la peur de la mort, c'est quelque chose de très important pour lui. Alors, l'équilibration, donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'aider, là? Eh bien, on a équilibré l'énergie dans toutes ses dimensions. C'est un très gros protocole dans la partie de Bread Gym. Pour ceux qui connaissent, j'ai deux confrères, enfin un consoeur confrère ici, c'est les 7 dîmes. Également, une autre équilibration par visualisation, en fait, pour couper les liens de souffrance en génération. Alors, deuxième cas pratique, une femme de 28 ans. Alors, elle, je la vois et elle m'exprime de l'angoisse, la phobie de vomir, un problème de tension artérielle, une apathie complète, donc un effondrement énergétique, quoi, une perte de sens. Elle m'a dit que la vie n'avait plus de sens. Et elle est dans avec un état dépressif avéré. Et un isolement social complet. C'est-à-dire, en fait, elle restait chez elle, ça faisait des mois, genre 6 mois, je ne sais plus exactement, des mois qu'elle restait chez elle, elle se faisait tout livrer. Elle ne mettait pas le nez dehors, quasiment.
Alors, elle mettait quand même le dé un petit peu dehors de chez elle, parce que c'est une cavalière professionnelle. Donc, mais elle ne l'est pas en dehors, on va dire, de l'écurie. Voilà pour le contexte. Et donc, dans le contexte aussi, vu son métier, eh ben, il y a un gros challenge, il y a une grosse pression sur les résultats et sur les contraintes financières. Parce qu'entretenir une écurie, ça coûte excessivement cher. Et s'il n'y a pas de résultat, ben, l'argent ne rentre pas. Également, il y a chez elle une peur du jugement par rapport à son frère, qui a eu un parcours beaucoup plus classique, une formation en grandes écoles, qui a bien réussi dans la finance, etc. Donc elles se sont comparées et dévalorisées quelque part par rapport à lui. Alors qu'est-ce qu'on trouve aussi en séance, c'est que dans la petite enfance, il y a un fort sentiment de rejet de la mère, doublé à l'abandon du père, moi, qui a quitté le domicile et voilà, qui n'est pas revenu. Et le rejet de la mère, il était très fort puisque sa mère lui a dit, lui a redit, et même tout au long de sa vie, que c'était une enfant non désirée et qu'elle lui avait gâché sa vie, en quelque sorte. Donc c'est quand même très fort. Donc un problème, ça, qu'est-ce que ça induit? Un problème d'estime de soi, et aussi le sentiment que j'ai pas le droit de baisser les bras, il faut que je sois forte et je continue pour montrer que je vaux quelque chose, montrer à moi-même, montrer aux autres. Donc ce type de personnalité, eh bien, on trouve qu'elle est de type perfectionniste, elle dépense beaucoup d'énergie pour atteindre la perfection, et comme en plus elle est dans la compétition, alors là, voilà, elle met la barre très très haut, au sens propre comme au figuré, puisque c'est de l'obstacle. Donc évidemment, le problème, c'est qu'elle ne sait pas gérer ses limites. Elle a du mal à accepter ses émotions, elle s'est un peu planquée sous le tapis, et elle n'a plus du tout le temps de s'occuper d'elle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour elle? Eh bien, on a fait une équilibration de type constellation familiale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En fait, ça consiste à faire une cartographie des personnages, des émotions, des situations que rencontre la personne dans son contexte, et à positionner ça pour représenter d'abord son mal-être, et ensuite de la faire réagir pour l'amener à trouver par elle-même des solutions, ou en redisposant ces cartes, je fais ça avec des cartes en individuel, en redisposant ces cartes, et peut-être en ajoutant des ressources positives pour l'aider, eh bien comment elle va pouvoir aller mieux pour gérer cet écosystème de personnes et d'émotions, etc. Nous avons terminé sur ce deuxième cas pratique. Nous allons pouvoir passer aux questions. Juste, je vous signale que demain à 11h, je fais une autre présentation ici sur les comportements souffrants, comment se libérer des comportements souffrants avec la kinésiologie. Le 18 avril, je serai à l'Équi Festival de Pornichet sur comment surmonter les stress chez le cheval et sans cavalier. Et puis des ateliers à venir sur le terme du burn-out, sur le mieux se connaître soi-même pour aller mieux et améliorer ses relations interpersonnelles. Donc vous avez mes coordonnées là sur le slide ou sur les flyers que vous avez si besoin. Donc je vais maintenant écouter vos questions. Alors, une dame avait une question tout à l'heure. Vous pouvez faire passer. Oui, bonjour, c'était par rapport au modèle 9 de l'Ennéagramme. Vous parliez de deux personnalités perfectionnistes et loyalistes. Est-ce que ça va ensemble ou est-ce que c'est majeur ou mineur? Alors non, ça va pas nécessairement ensemble, même a priori pas trop. Donc je ne sais pas si vous étiez là au début de la conférence. Non. Donc j'ai expliqué au début que c'est un modèle l'Ennéagramme à 9 profils, répartis dans 3 centres. Donc centre instinctif, donc le perfectionniste est un des 3 du centre instinctif, le centre émotionnel, le centre mental. Le loyaliste est un des 3 du centre mental. Donc, alors,
en fait, ce qui se passe, et ça on le voit très bien aussi dans les profils en médecine traditionnelle chinoise. Je vais vous donner un exemple comme ça. En fait, ce qui est intéressant en médecine traditionnelle chinoise, c'est que on peut calculer, c'est un peu comme de la numérologie, à partir de la date de naissance de la personne, ou de l'animal aussi d'ailleurs, quelle est sa personnalité en médecine chinoise. Et là, il y en a 5, ça correspond aux éléments. Donc bois, feu, terre, métal, eau. Voilà. Donc une personne va être, et avec des modulos yin ou yang, énergie plutôt masculine, plutôt féminine. Vous voyez. Donc par exemple, une personne va pouvoir être métal yin au niveau de son enfance, et puis va pouvoir évoluer par la suite, peut-être vers un profil terre, par exemple, terre yin-yang, un profil beaucoup plus équilibré énergétiquement que le métal yin. Donc il y a une évolution, ce sont des modèles évolutifs. La personne n'est pas fixée et contrainte. L'idée, c'est encore pas de mettre une étiquette, c'est de nous aider à trouver le mode de fonctionnement à un moment T pour aider la personne, pour trouver comment on peut l'aider au mieux, en fait. Est-ce qu'il y a... Oui. Est-ce que dans votre expérience, vous avez observé que les personnes passent de perfectionnistes à loyalistes? Alors en fait, dans le modèle, il y a des liens un peu privilégiés entre certains profils. Par exemple, le perfectionniste, il peut être en lien assez facilement avec le profil médiateur qui n'aime pas le conflit, ou alors avec le profil de l'aidant qui a toujours besoin de rendre service aux autres pour avoir de l'amour, ou encore il peut aller chercher des ressources chez le tragico-romantique dans le centre émotionnel, donc qui lui recherche l'intensité de l'émotion, ou encore d'autres ressources chez l'épicurien ou le rebelle, on l'appelle aussi comme ça, pour en fait se faire plaisir. Voilà. Et ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens, parce que par exemple l'épicurien, dans son mauvais côté, il peut aller vers les excès de toutes sortes. Donc on mange très bien chez un épicurien, généralement, mais donc peut-être ça peut engendrer de la boulimie, et puis ça peut engendrer peut-être de l'alcoolisme ou des dépendances toxicomanes. Hein. Donc il y a toujours le côté blanc et le côté noir. Hein. Mais la personne garde toujours, en fait, son profil, on va dire, de base, de naissance. Et après, il y a une coloration qui change. Donc le perfectionniste qui va chercher des ressources chez l'épicurien, eh bien, il jouera, on va dire, l'épicurien, mais à la manière d'un perfectionniste. Il sera quand même toujours quelqu'un d'assez sérieux, d'assez... Voilà. Alors que l'épicurien, c'est quand même un gros déconneur, hein, le vrai épicurien. Voilà. Vous voyez le truc? En fait, la base reste constante. Il y a une évolution qui colore la personne en lui amenant des ressources complémentaires. Mais ce n'est pas un changement comme ça radical, hein, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que le burn-out peut amener ce changement? Est-ce que le burn-out peut amener ce changement radical? Non. Non. Non, le changement radical n'existe pas hein, à ce point-là. Non. Mais ça, il peut y avoir des grands changements. Hein. Il peut y avoir des grands changements. J'ai un exemple comme ça d'un profil métal qui a connu un burn-out. Et qui s'est retrouvé dans le profil bois. Le profil bois, ça correspond au rebelle à peu près, à l'épicurien. Monsieur avait une question. Ma question, c'est par rapport aux blessures de l'enfance. Et à savoir si, selon votre expérience, le nombre de séances que ça prend, il n'y a pas de changement radical, mais est-ce qu'on a un minimum, le nombre de séances à prendre, et est-ce que aussi ça peut se jumeler avec de la psychothérapie? Merci. Oui, donc je vais reformuler pour être sûr de bien comprendre. En fait, vous voulez savoir si combien de séances il faut pour une problématique de type burn-out ou plus spécifiquement par rapport à un problème dans l'enfance? Oui, quand il y a une blessure d'enfance, oui. qu'elle est identifiée, comment reprogrammer un peu ça. D'accord. Avec la kiné. D'accord. Donc c'est plus par rapport aux blessures d'enfance. Ouais. Alors, j'en parlerai un peu plus de ce point-là dans la conférence de demain. Ça va être un peu plus focalisé là-dessus. Les blessures d'enfance, si vous voulez, on ne peut pas les éliminer comme ça.
ce qu'on fait en kinésiologie, c'est déjà, il y a une prise de conscience du mode de fonctionnement de la personne, du fait qu'elle a connu cette blessure, elle est toujours présente, elle sera toujours présente, mais en prenant conscience et on peut l'aider à la gérer. Donc, ce n'est pas une reprogrammation, on fait reset du disque dur et c'est fini, non. La blessure, elle reste, c'est ce qui a construit la personnalité de la personne. Donc, on ne peut pas l'éliminer comme ça, mais ce qu'on peut faire, c'est, au lieu que que ça demeure une souffrance, aider la personne à mieux l'apprivoiser pour éviter les comportements souffrants qui vont avec. Et c'est comme ça que ça se passe. Et quant au nombre de séances, alors là, j'attends toujours la formule magique pour savoir quel nombre de séances il faut pour résoudre un problème en kinésiologie. Bon, on a coutume de dire dans la profession qu'il faut en général au moins 3 séances. On a coutume de dire ça. Voilà. Pardon, madame ? 3. Au moins. Bon. Et voilà, c'est ce qu'on a. Mais après, honnêtement, j'ai tous les cas de figure. J'ai des gens au bout d'une séance, même pour quelque chose d'un petit peu sévère, mais bon, généralement, c'est parce qu'ils font autre chose. J'ai en tête une personne, je ne sais plus ce qu'elle avait, mais je l'ai envoyé faire de l'équithérapie. Elle m'a dit c'est super, c'est génial, tout va bien, quoi, à une seule séance. Bon. Et à côté de ça, j'ai un client que je vois facilement 2 fois par mois. Mais après, par contre, je ne le vois plus sur le même sujet. Disons qu'il a évolué, il a bien évolué sur la problématique de départ pendant 3-4 séances, mais après c'était réglé et il est passé à d'autres sujets. C'est un peu le système de la pelure d'oignon à la kinésiologie. Vous enlevez une couche, et puis ça va mieux, et puis tiens, finalement, il y a peut-être autre chose à gratter en dessous, et ainsi de suite. Alors, par rapport à votre question sur est-ce que c'est complémentaire avec d'autres pratiques, oui, bien évidemment. Et particulièrement, vous m'avez demandé pour la psychothérapie. Oui, c'est même très intéressant de faire les deux en parallèle, parce que en kinésiologie, on peut aller chercher des informations en passant par le corps de la personne, ce que ne peut pas faire un psychothérapeute, et également dans le passé de la personne, ou même des héritages transgénérationnels. Ça, le psychothérapeute, c'est plus compliqué. Disons qu'il passe par le mental de la personne. Il pose des questions au mental. Mais en passant par le corps, on a des informations qui peuvent être dans l'inconscient. Donc c'est très intéressant de faire les deux en même temps. Et donc, le psychothérapeute peut dire, tiens, la prochaine séance que vous avez, essayez d'avoir des informations sur tel sujet. Voilà. Et les deux fonctionnent très très bien ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il va falloir clore bientôt. Madame ? Est-ce qu'avec la bipolarité, ça peut conduire à des burn-out ? Écoutez, le trouble bipolaire n'a pas grand-chose à voir en soi avec le burn-out. Elles sont deux choses différentes. Hein. C'est un état, en fait, c'est un état d'humeur changeante qui oscille entre la dépression et l'état maniaque, ou le up and down, comme on veut. Disons qu'un bipolaire n'est pas forcément plus à risque par rapport au burn-out qu'un autre, quoique quand même il a une fragilité psychologique. Donc, je dirais, tous les gens qui ont une fragilité psychologique sont forcément plus à risque, si vous voulez. Ça tombe sous le sens. On va dire qu'il y a des prédispositions, mais il pourrait très bien faire autre chose. C'est pas... voilà. Il n'y a pas de lien direct, si vous voulez. C'est pas démontré. Hein. Bien, je crois qu'il est l'heure que je cède la place au prochain intervenant. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez encore des questions, vous pouvez me joindre par téléphone ou je reste à la sortie de la salle. Voilà. Je vous en prie. Merci, madame. Merci à vous tous. Merci à vous.